Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'interaction entre la lumière et la matière. Quand un électron se trouve dans un état excité, c'est-à-dire sur un niveau d'énergie élevé autour du noyau, il n'y reste pas éternellement. Un état excité est instable par nature. Même dans le vide absolu, même sans lumière extérieure, même à température proche de zéro, l'électron est couplé au champ électromagnétique quantique qui n'est jamais parfaitement nul. Ce champ possède des fluctuations, appelées fluctuations du vide, qui suffisent à perturber l'électron. Donc tôt ou tard, l'électron redescend vers un état d'énergie plus bas et en le faisant, il émet un photon. C'est ce phénomène inévitable qu'on appelle l'émission spontanée. Prenons un exemple simple avec l'atome d'hydrogène. Si un électron passe du niveau n égale 2 vers n égale 1, il émet un photon ultraviolet, c'est la série de Lyman. S'il passe de n égale 3 vers n égale 2, le photon émis est rouge dans le spectre visible, c'est la série de Balmer. Mais si l'électron passe de n égale 4 vers n égale 2, on obtient un photon vert bleu, mais on reste dans la série de Balmer car la transition se termine sur n égale 2. S'il passe de n égale 4 vers n égale 3, le photon émis est dans l'infrarouge, c'est la série de Paschen. Il est tout à fait possible qu'un électron passe du niveau n égale 4 à n égale 1 par exemple, car il n'est pas obligé de descendre palier par palier. Dans ce cas, il émet un seul photon, dont l'énergie correspond à toute la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Mais même si cette transition est autorisée, elle est moins probable que certaines transitions intermédiaires. L'électron tombe plus souvent par étapes, émettant plusieurs photons. Toutes les transitions autorisées qui se terminent sur n égale 1 appartiennent à la série de Lyman qui se situe dans l'ultraviolet. Et toutes celles autorisées qui se terminent sur n égale 2 constituent la série de Balmer qui se situe dans le spectre visible. Celles autorisées vers n égale 3 appartiennent à la série de Paschen qui se situe dans l'infrarouge. Toutefois, toutes les transitions ne sont pas permises à cause du nombre quantique orbital L, mais je ne vais pas approfondir ce sujet car je l'ai traité en détail dans ma vidéo « Les 4 nombres quantiques ». D'où vient l'énergie de ce photon? Elle correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux électroniques. L'énergie du photon est égale à l'énergie du niveau initial moins l'énergie du niveau final. Plus le saut est important, plus le photon émis est énergétique et plus sa longueur d'onde est courte. Les niveaux les plus proches du noyau sont ceux où l'électron possède l'énergie la plus basse. À mesure qu'on s'éloigne du noyau, les niveaux deviennent de plus en plus énergétiques, mais aussi de plus en plus rapprochés entre eux. Donc, plus un électron part d'un niveau éloigné et tombe sur une couche proche du noyau, plus la différence d'énergie est grande, ce qui produit des photons très énergétiques, souvent dans l'ultraviolet. Si on prend l'exemple de la transition n égale 2 vers n égale 1, sachant que la formule de Bohr fonctionne très bien pour l'hydrogène et les ions hydrogénoïdes, parce qu'ils n'ont qu'un seul électron, on peut calculer la différence d'énergie par la formule suivante, où n est le nombre quantique principal, 13,6 électronvolts est l'énergie de liaison de l'état fondamental, le signe moins signifie que l'électron est lié au noyau. Pour les atomes plus complexes, avec plusieurs électrons qui se repoussent entre eux, les niveaux d'énergie deviennent alors beaucoup plus compliqués et il n'existe pas de formule simple pour les calculer. Pour l'hydrogène, le calcul de l'énergie du photon émis, n égale 2 vers n égale 1, est donc, pour n égale 1, E1 égale moins 13,6 électronvolts, et pour n égale 2, E2 égale moins 13,6 divisé par 4, ce qui fait moins 3,4 électronvolts. La différence d'énergie est donc delta E égale E2 moins E1, ce qui fait moins 3,4 moins 13,6 égale 10,2 électronvolts. Sachant que l'énergie d'un photon est reliée à sa fréquence et sa longueur d'onde, on obtient une longueur d'onde d'environ 121,6 nanomètres située dans l'ultraviolet. Si on reprend l'exemple de la transition n égale 4 vers n égale 1 d'un atome d'hydrogène, la différence d'énergie est donc delta E égale E4 moins E1, ce qui fait moins 0,85 moins 13,6, ce qui donne 12,75 électronvolts.
Et en convertissant cette énergie en longueur d'onde, on obtient 97 nanomètres, donc de l'UV. Ces transitions s'appellent des séries pour les atomes simples, possédant un seul électron, comme l'hydrogène, mais pour des atomes multiélectroniques, on parle plutôt de raies, de doublets ou de transitions. Et même si ce sont les électrons qui sautent entre les niveaux, la charge du noyau, donc le nombre de protons, détermine l'énergie de ces transitions et la couleur de la lumière émise. Le plus important à retenir, c'est que l'émission spontanée est le phénomène de base qui crée les raies lumineuses qu'on voit dans les spectres atomiques. Mais l'émission spontanée n'est pas le seul mécanisme. Il y a aussi l'absorption, qui est à l'origine des raies sombres que l'on observe dans les spectres. Un atome peut aussi absorber un photon, que ce soit naturellement ou de façon provoquée. Si l'énergie de ce photon correspond exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie, l'électron peut alors sauter du niveau inférieur vers un niveau supérieur, appelé état excité, où il possède plus d'énergie qu'à son état fondamental. Mais une fois dans cet état excité, l'électron ne reste pas longtemps sur ce niveau supérieur. Il finit par redescendre vers un niveau inférieur en libérant l'énergie excédentaire sous forme de photons. Par exemple, dans le spectre solaire, la lumière blanche traverse l'atmosphère du Soleil ou des couches gazeuses autour. Les électrons absorbent certains photons correspondant à leur transition possible, ce qui les fait passer temporairement dans un état excité. C'est ce processus d'absorption qui crée les raies sombres naturelles, appelées raies de Fraunhofer. Ces électrons ne restent pas longtemps dans cet état, ils finissent par redescendre en réémettant des photons dans d'autres directions. Les raies paraissent sombres car le gaz absorbe uniquement certaines longueurs d'onde de la lumière, laissant des trous visibles dans le spectre. Et il existe enfin un troisième phénomène, l'émission stimulée. Ici, un photon incident arrive sur un atome déjà excité. Ce photon peut déclencher la chute de l'électron et provoquer l'émission d'un second photon absolument identique, la même énergie, même direction et même phase. C'est ce mécanisme précis qui est à la base du fonctionnement des lasers. On force un grand nombre d'atomes à rester excités, puis on exploite l'émission stimulée pour produire un faisceau lumineux très intense, cohérent et parfaitement contrôlé, issu de transitions atomiques hyper synchronisées. Contrairement au laser, les lampes classiques émettent spontanément de la lumière dans toutes les directions, de façon désordonnée et sans cohérence, tandis que les LED émettent aussi spontanément, mais de manière plus contrôlée, ce qui les rend plus efficaces, mais la lumière reste non cohérente. Pour conclure cette vidéo, toute lumière qui rencontre un atome passe par trois mécanismes. L'émission spontanée, un électron excité redescend tout seul, émettant un photon. L'absorption, un électron monte vers un niveau supérieur en absorbant un photon. Ou l'émission stimulée, un photon incident provoque l'émission d'un second photon identique. Et ce sont ces trois mécanismes qui régissent toute l'interaction entre la lumière et la matière.